droit et citoyen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série Comprendre et faire vivre l'état de droit de notre podcast Droit et citoyen. Aujourd'hui, on va parler d'un principe absolument central, un principe qu'on retrouve dans les constitutions, dans les discours politiques, dans les rapports internationaux, mais dont l'application réelle, elle varie énormément d'un pays à l'autre. Ce principe, c'est la séparation des pouvoirs. Et pour illustrer à quel point elle est essentielle, on va regarder ce qui se passe quand elle est affaiblie. On parlera donc d'un cas très concret, le Burundi, notre pays où plusieurs rapports montrent que la séparation des pouvoirs n'est plus qu'un principe écrit, mais rarement appliqué dans la pratique. Mais avant de plonger dans ce cas réel, reprenons les bases. C'est quoi au juste la séparation des pouvoirs ? Dans un État, il existe trois grandes fonctions. D'abord, il y a la fonction législative, c'est l'institution qui fait les lois. En général, c'est le Parlement ou l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a la fonction exécutive, le gouvernement, les ministres, la présidence. Bref, ceux qui appliquent les lois et dirigent l'État au quotidien. Et enfin, il y a la fonction judiciaire, les tribunaux, les magistrats, les cours et tout ce qui concerne la justice. L'idée, c'est que ces trois pouvoirs doivent être séparés, pas totalement indépendants, mais équilibrés, capables de s'auto-limiter. Cela pourquoi ? Parce que si les trois pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une seule personne, d'un seul parti ou d'un seul groupe, comme il en est le cas chez nous, alors la démocratie devient une façade. Il n'y a plus de contrôle, plus de frein, plus de contrepoids. C'est Montesquieu qui l'a exprimé le plus clairement. Il disait que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. La séparation des pouvoirs est donc un mécanisme pour encadrer les pouvoirs, pour empêcher l'arbitraire et pour protéger la liberté. Pourquoi la séparation des pouvoirs est indispensable ? Pour trois raisons principales. D'abord, elle empêche l'arbitraire. Imagine un exécutif qui fait les lois, qui les applique et qui juge les personnes accusées de les avoir violées. Dans un tel système, si l'État veut faire taire un opposant, il change la loi, applique sa décision et le juge. Il n'y a aucune barrière. Donc la séparation des pouvoirs, c'est ce qui empêche ce scénario. Deuxième raison, la séparation garantit l'impartialité de la justice. Si la justice dépend de l'exécutif, alors elle ne peut plus juger les abus de ce même exécutif. Une justice sous influence devient un instrument politique et une population qui ne fait plus confiance aux tribunaux perd tout repère. Troisième raison, la séparation crée un équilibre démocratique. Le Parlement surveille le gouvernement, la justice surveille le respect de la Constitution et l'exécutif a l'obligation de respecter les deux autres. C'est ce qu'on appelle les checks and balances, les freins et les contrepoids. Quand ce système fonctionne, l'État devient prévisible, crédible et juste. Revenons dans l'histoire africaine. Cette idée de séparation de pouvoir n'est pas étrangère. Contrairement à ce qu'on raconte parfois, l'idée que le pouvoir doit être limité n'est pas née en Europe. Dans beaucoup de sociétés africaines précoloniales, les autorités étaient déjà encadrées par des conseils d'anciens, des assemblées lignagères, des médiateurs et des structures collectives. Vous vous rappelez des Abanyamabanga de chez nous au Burundi, un chef qui concentrait tout le pouvoir n'était pas la norme. La justice souvent était rendue de manière collégiale. Vous vous rappelez des Abashinganahe. L'accès à la terre était régulé collectivement et la communauté pouvait retirer sa confiance à un responsable politique. Bref, même si la forme moderne devient des constitutions écrites, l'esprit de la séparation des pouvoirs est familier au continent. Et maintenant, que se passe-t-il quand la séparation des pouvoirs est fragilisée ? Le cas de notre pays, le cas du Burundi. C'est ici que les choses deviennent concrètes parce que la séparation des pouvoirs, ce n'est pas seulement un beau chapitre de constitution,
C'est quelque chose qui doit fonctionner dans la pratique et le Burundi est un exemple où la séparation des pouvoirs est largement affaiblie. Attention, il ne s'agit pas de stigmatiser un pays, mais de montrer ce qui arrive quand les institutions cessent d'être indépendantes. La justice burundaise est-elle indépendante? Selon plusieurs rapports, selon la vérité que nous partageons tous, la réponse est non. Un document d'analyse juridique publié par Aman Legal indique clairement que le système judiciaire burundais se caractérise par une énorme dépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Cela signifie que les juges reçoivent des pressions, que les décisions sensibles sont influencées et que les tribunaux ne peuvent pas réellement contrebalancer les abus. Human Rights Watch, dans son rapport de 2025, ajoute que l'espace pour la société civile, les médias et l'opposition restent extrêmement restreints. Quand la liberté de presse est limitée, la séparation des pouvoirs l'est aussi, puisque les citoyens ne peuvent plus surveiller les institutions. Freedom House classe le Burundi parmi les pays non libres, notant que les contre-pouvoirs institutionnels sont faibles, que l'exécutif domine tout et que les acquis démocratiques du début des années 2000 se sont effondrés. Trier International va plus loin selon eux. Le manque d'indépendance et d'impartialité du système judiciaire est un obstacle majeur à toute réforme. Il souligne que certains magistrats subissent des menaces, des mutations punitives ou des pressions directes. Des conséquences sont très concrètes quand la justice n'est pas indépendante. 3 choses arrivent. Premièrement, les affaires sensibles ne sont pas traitées de manière impartiale. Les violences politiques, les disparitions forcées, les crimes graves, tout cela reste souvent impuni et c'est ce que nous savons tous de notre pays. Deuxièmement, la police et les services de sécurité ont plus de latitude pour agir sans contrôle réel. Plusieurs rapports des Nations Unies parlent des arrestations arbitraires, des détentions au secret et d'obstacles à l'accès aux lieux de détention. Troisièmement, le Parlement perd son rôle quand un parti domine totalement l'Assemblée et que l'opposition est marginalisée. Le contrôle de l'exécutif disparaît. La séparation des pouvoirs devient symbolique. Alors, pourquoi examiner ce cas est utile? Parce que le Burundi n'est pas le seul pays où ce problème existe. C'est un miroir de ce qui arrive quand les institutions sont faibles. Le pouvoir se concentre, la critique s'étouffe, la justice s'érode et les citoyens perdent confiance. Mais surtout, ce cas montre que rien n'est automatique. Une constitution peut être bien écrite, très moderne, très détaillée, et pourtant, sans volonté politique, sans culture institutionnelle, sans indépendance réelle, tout reste en surface. La séparation des pouvoirs n'est pas un texte, c'est une pratique quotidienne, c'est un équilibre fragile et c'est un combat permanent. La séparation de pouvoir est un pilier fondamental de l'état de droit. Elle protège les libertés, limite les abus et garantit une société plus juste. L'exemple du Burundi montre ce qui arrive quand ce principe n'est pas respecté. Les institutions deviennent dépendantes, la justice n'est plus un arbitre et le citoyen perd sa sécurité juridique. Mais comprendre ces dérives, c'est aussi la première étape pour les corriger. Les peuples, les institutions et les leaders peuvent choisir de reconstruire cet équilibre et chaque réforme, chaque prise de conscience, chaque mobilisation citoyenne contribue à renforcer la séparation des pouvoirs. Merci d'avoir suivi cet épisode. Dans le prochain, nous parlerons d'un autre élément crucial, l'indépendance de la justice, comment la garantir et pourquoi elle conditionne tout le reste. Franck Espoir Ndizeye, à très bientôt.